pour la dernière heure du cours sur le membre inférieur. Comme je vous ai dit, nous sommes obligés de faire un certain nombre de choix. C'est pour ça qu'on n'a pas détaillé toutes les articulations intrinsèques du pied, les articulations intertarsiennes, métatarsophalangiennes et interphalangiennes, qui sont finalement assez spécialisées. Mais nous allons terminer par un cours sur la région plantaire. C'est un cours que l'on ne fait pas si souvent quand on fait des choix, mais cette année, grâce à Bernard et Philippe, nos appariteurs, nous avons pu enregistrer les éléments et donc faire également ce cours pour avoir un ensemble complet. Donc cette région plantaire est complexe, paradoxalement, est plus complexe qu'au niveau de la région palmaire. Ceci parce que déjà les tendons qui au niveau du poignet arrivent dans l'axe de la main et divergent vers les différents doigts, les tendons fléchisseurs, eh bien, au niveau du pied, sont déportés vers le dedans, puisque ces tendons vont passer sur la face médiale, dans le canal tarsien, parce que sinon, s'ils passaient directement dans l'axe, ils seraient écrasés par le talon lorsque l'on marche. Ce qui peut être intéressant à regarder déjà sur cette région plantaire, c'est de voir l'empreinte d'un pas, ce qu'on fait notamment en podologie, pour voir si le pied a une statique normale. Eh bien, lorsqu'on regarde une empreinte normale, nous avons ici le bord latéral qui va être presque rectiligne, alors que le bord médial va être creusé pour se réélargir au niveau du talon. Et nous aurons ici ensuite l'empreinte des pulpes des orteils, gros orteils ou hallux, et puis les 4 orteils latéraux, 2e, 3e, 4e et 5e. Voici une empreinte normale de pied et nous voyons ici que le pied n'appuie pas sur toute sa surface inférieure. Sur le côté médial, nous avons ici une encoche, donc du premier ici au 5e, nous avons une encoche qui est liée à l'arche longitudinale. Effectivement, nous l'avions vu lors de l'articulation de la cheville. Si nous présentons le pied, nous avons d'une part ici l'axe du calcaneus qui remonte jusqu'à l'articulation talocrurale, puis nous avons un axe qui descend, c'est le col du talus, la tête du talus, le naviculaire ou le cuboïde, et ici nous retrouvons l'axe des métatarsiens. Donc voici ce pied, l'articulation talocrurale, le talon, et puis de l'articulation métatarsophalangienne, nous avons ensuite les orteils qui en général sont relativement repliés. C'est qu'on appelle une attitude de griffe, mais qui est normale au niveau des orteils. C'est pour cela que nous avons ce sillon et que l'on n'appuie que par la pulpe au bout. Quand il y a une statique normale, quand nous faisons une coupe à la partie postérieure du pied, nous trouvons une arche, c'est-à-dire qu'à la partie postérieure du pied, nous avons cette arche qui est une arche transversale, qui fait que le premier métatarsien, qui est le plus volumineux, le plus important, on dit le plus robuste, ceci dans le cadre de l'évolution de l'humain et de la bipédie, puis nous trouvons ensuite le 2e, le 3e, le 4e et le 5e métatarsien qui touche, lui, presque le sol. C'est ce que nous voyons sur le bord latéral du pied. Voici ici ces métatarsiens. Et donc, sur cette coupe transversale où le dedans serait ici vers la droite, eh bien, sur cette coupe transversale, nous voyons que le bord médial du pied est plus relevé que le bord latéral. Ce qui ne se verra pas obligatoirement sur les vues que nous allons faire, qui seront des vues plantaires. Mais ceci est bien sûr très important. Il y a donc ici une voûte plantaire longitudinale, le calcaneus qui remonte jusqu'à l'articulation talocrurale, puis un axe qui redescend jusqu'à la tête des métatarsiens, avec notamment le col du talus qui est orienté vers le bas. Ça, c'est l'arche longitudinale, arche plantaire longitudinale, et nous avons également une arche plantaire transversale que nous figurons ici. Donc, si nous regardons plus en avant, au niveau des têtes des métatarsiens, eh bien, souvent là, et c'est quelque chose que les gens ont tendance à ne pas connaître ou à oublier, donc le sol serait ici, on mettra des parties molles ensuite.
Le sol serait ici. Lorsqu'on regarde au niveau des têtes des métatarsiens, eh bien, les têtes, elles, sont alignées. Et c'est pour cela qu'ici, nous avons l'ensemble de la surface qui appuie. Les têtes sont alignées sur le sol, et je ferai ici un schéma un petit peu plus petit. Nous allons retrouver le premier métatarsien, mais qui va présenter deux os sésamoïdes qui sont constants. Donc ici, le premier métatarsien, avec deux os sésamoïdes constants qui sont sur leur face plantaire. Donc que voici, ici on est sur le premier. Mais sur le même plan, nous allons avoir les têtes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsiens. Et si une tête ne touche pas, n'est pas sur le même plan, on va avoir une hyperpression sur d'autres et donc une douleur. Et ceci est quelque chose qui est souvent ignoré. Les gens ont tendance à dessiner ceci en avant comme ayant toujours une voûte. Non, ici on appuie bien sur l'ensemble des têtes. Si un métatarsien, par exemple le deuxième, descend trop bas, eh bien on aura des contraintes, on aura un corps, un durillon ou des douleurs. Si inversement il est trop haut, on appuie sur les autres et on a mal. Donc ici on est au niveau des têtes des métatarsiens et au niveau des têtes des métatarsiens, donc en avant, on a un alignement et donc une disparition de la voûte transversale. Il peut y avoir des pathologies de ces voûtes longitudinales et transversales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pieds qui vont être sans voûte, et c'est ce qu'on appelle le pied plat, qui était très classique. Alors, ce pied plat est une notion qui a un petit peu changé. Longtemps, c'était un peu une source de moquerie, et c'était une source de réforme pour le service militaire, les pieds plats, donc réformés pour pied plat, et donc du coup avec un peu une notion presque de virilité, puisque le service militaire était quelque chose qui prouvait la virilité de chacun. Donc ce pied plat a été longtemps très à la mode, puis on s'est rendu compte qu'en fait les vrais pieds plats étaient finalement très rares et qu'il est très fréquent au niveau de l'enfance et de l'adolescence, mais qu'il disparaît le plus fréquemment ensuite à l'âge adulte. Donc quand on a un pied plat, ici c'est le pied normal, quand on a un pied plat, eh bien on va avoir, empreinte normale, on va avoir une forme sur le sol qui sera bien sûr tout à fait différente. On a un effondrement de la voûte et donc sur un pied plat, vous allez avoir soit quelque chose de rectiligne, puisqu'il y aura plusieurs grades. Donc, premier type de pied plat, vous allez avoir quelque chose qui est rectiligne, comme cela, donc avec disparition de la voûte. Et puis, dans un stade plus avancé, vous avez carrément un aspect convexe, ici, avec vraiment un écrasement total, un aspect convexe sur le bord médial au niveau du pied, donc plusieurs stades de pieds plats. Ces pieds plats, quand ils sont extrêmement marqués, peuvent être liés à des malformations entre guillemets ostéo-ligamentaires et peut nécessiter éventuellement une chirurgie correctrice, mais le plus souvent, une simple rééducation déjà aidera, pas dans des stades très avancés comme ça, mais aidera. Et cette rééducation, c'est de muscler la plante du pied avec des muscles que nous verrons dans un instant et que nous évoquerons. Donc ici, ce pied plat. Et puis inversement, il existe des pieds, notamment neurologiques, avec des rétractions musculaires et où on va avoir des pieds creux. Ça peut aussi être des pieds creux congénitaux. Et donc là, au lieu d'avoir une voûte normale, la voûte est tellement importante qu'en fait, on ne va toucher le sol que par l'avant et que par l'arrière. Et là aussi, dès qu'il y a une perturbation de l'équilibre, ça va être source de douleur, d'arthrose, et donc c'est vraiment la nature a fait parfaitement les choses. Donc dans le pied creux, nous aurons ici un contact qui vient se faire au niveau de l'avant, au niveau du talon, et donc il y a une perte de contact centrale qui caractérise ici ce qu'on appelle le pied creux. Donc quelque chose d'extrêmement subtil sur cette région. Si l'on regarde les mécanismes qui permettent de maintenir la voûte, il y en a plusieurs.
Il y a d'une part la forme des os, puisque, par exemple, le talus a de son axe, nous l'avons vu tout à l'heure, le talus a dans son axe une flexion qui montre bien qu'il va partir vers l'arrière et vers l'avant, donc au sein même de l'os. Je vous rappelle, nous avons vu le talus avec sa trochlée ou poulie, puis la partie postérieure, la surface subtalaire, le col, et ici la tête. Donc ici, sur le talus, eh bien, nous avons bien l'aspect ici de l'articulation talocrurale, la subtalaire, la tête, et nous voyons l'axe ici tibial, avec une partie qui part vers l'arrière et une partie qui part vers l'avant sur le col et la tête. Donc le talus lui-même, par sa forme, est un répartiteur de contraintes vers l'arrière et vers l'avant. Nous sommes ici, et donc déjà d'un point de vue osseux, il y a la manifestation de cette voûte. Ensuite, le maintien de cette voûte va être lié à des facteurs ligamentaires, et en particulier, je symbolise ici, nous aurions le ligament calcanéo-naviculaire plantaire que nous avons vu avec l'articulation et le complexe articulaire de la cheville, ligament calcanéo-naviculaire plantaire, donc entre le sustentaculum thalli et la tubérosité du calcanéus. C'est un ligament extrêmement puissant et fondamental dans la région. Puis nous allons trouver une autre structure ligamentaire qui va maintenir la voûte, donc comme une corde qui est tendue ici entre le calcanéus et la région antérieure du tarse et du métatarse, qu'on appelle le ligament plantaire longitudinal, ici profond. Ligament plantaire longitudinal profond, qui lui est beaucoup plus étendu et beaucoup moins solide que le précédent. Et nous trouvons enfin un ligament qui sera un ligament longitudinal plantaire superficiel, qui en gros part quasiment du talon pour aller vers la partie antérieure du pied. Donc des structures ligamentaires. Mais surtout, nous allons avoir des structures musculaires que nous verrons avec les différentes régions. Structures musculaires ici qui iront de l'arrière-pied, c'est-à-dire du calcanéus jusque vers l'avant, et donc qui seront, par leur contraction, des facteurs de maintien de la voûte plantaire. Là, on a à peu près tous les éléments qui peuvent nous aider, tout en vous rappelant qu'il y a des morphologies différentes de pieds suivant les longueurs des orteils. On peut avoir soit le premier qui est le plus long, et ce sera un pied de type égyptien, donc le premier orteil qui est le plus long, égyptien. Voilà, donc ce type de pied, ça c'est le type égyptien. On peut avoir le deuxième orteil qui est le plus long, ça c'est le pied grec, ou on peut avoir le premier et le deuxième qui ont la même longueur, et ça c'est ce qu'on appelle le pied carré. Donc pied égyptien, pied grec, pied carré, qui sont des variantes de la normale, mais qui vont expliquer que les pathologies seront différentes suivant les cas. Pied égyptien, c'est le premier le plus long, pied grec le deuxième, pied carré, premier et deuxième de la même longueur. Quand vous avez un pied égyptien, eh bien, et que vous mettez des chaussures qui s'affinent vers le bout, qui sont pointues vers le bout, comme souvent des chaussures féminines, vous allez avoir tendance à ramener ici le premier rayon en angulation, puisque la chaussure va vous ramener l'orteil vers le dehors, et ce sera une source de pathologie qu'on appelle hallux valgus. Hallux, donc le gros orteil, valgus qui est dévié vers le dehors, et cet hallux valgus va rapidement être douloureux et nécessiter éventuellement une chirurgie. Ceci sera beaucoup plus fréquent sur les pieds égyptiens que sur les autres types de pieds. Il est à noter que l'hallux valgus n'existe que dans les populations qui portent des chaussures. Toute une grande partie de l'humanité vit pieds nus ou avec des sandales et n'a pas d'hallux valgus. Et c'est une pathologie plus particulièrement féminine parce que la morphologie des chaussures féminines amène ici cette déviation
du gros orteil. Nous pouvons ensuite utiliser la coupe que nous avons faite ici pour montrer l'analogie qu'il y a entre la plante du pied et la paume de la main, bien entendu, et nous allons trouver plusieurs loges. Nous allons trouver tout d'abord des loges interosseuses qui seront donc entre les différents métatarsiens comme au niveau de la main entre les métacarpiens, donc 4 loges interosseuses où nous allons trouver principalement des muscles interosseux. Puis, nous allons trouver une loge musculaire qui va être annexée au premier orteil, comme pour le pouce, c'est-à-dire ce sera l'homologue, ça ne porte pas ce nom, mais c'est l'homologue de la loge ténare, et nous trouvons une loge musculaire qui est annexée au 5e orteil et qui est l'équivalent de la loge hypoténare. Donc ici, premier orteil, ici, 5e orteil. Et entre, nous trouverons une loge plantaire moyenne dans laquelle passeront des tendons que nous verrons. Et voici donc ces éléments, par analogie avec la main où on le détaille plus. Nous avons ici la peau qui est directement, on va dire, sur les os avec simplement des tendons extenseurs. Et puis, nous avons en revanche au niveau plantaire du tissu adipeux qui va être plus important, qui permettra donc l'amorti dans la marche. Nous allons donc maintenant voir cela sur des vues et voir les différentes zones qui correspondent. Petite remarque juste encore, je vous l'avais dit, dans le tissu adipeux plantaire, il y a de nombreuses vénules et comme une sorte d'éponge qui fait que à chaque pas, le sang va être chassé comme si on marchait sur une éponge, le sang est chassé sur les côtés et le sang plantaire vient passer sur le côté médial et sur le côté latéral pour former les veines grandes et petites saphènes. Je vous rappelle ici, donc ces veines plantaires vont ici venir ici sur une vue dorsale des orteils. Eh bien, les veines plantaires, c'est comme une éponge sur laquelle on marche, et sur le côté médial et le côté latéral, elles viennent contourner le bord du pied pour venir former ici une arcade veineuse. C'est le départ de la veine grande saphène qui est prémalléolaire, c'est le départ de la veine petite saphène qui est rétromalléolaire latérale. Et ici, nous avons le drainage de veines métatarsiennes et de veines plantaires qui arrivent. Ceci donc pour rappeler que le fait de marcher est très important dans la circulation veineuse à tous les niveaux. C'est vrai au niveau plantaire puisqu'on va écraser cette semelle veineuse lors de chaque pas et chasser le sang vers les veines grandes et petites saphènes. Et puis après, c'est vrai au niveau de la jambe puisque, on l'avait dit, dans les muscles du membre inférieur, les veines vont être chaque fois comprimées lorsque l'on contracte le muscle. Donc nous allons faire comme nous l'avions déjà fait, nous allons faire des vues en partant de la superficie vers la profondeur. On va essayer d'en faire au moins 2, éventuellement 3. Si l'on enlève la peau, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver les fascias des muscles et donc on aura ici en superficie de nouveau du tissu fibreux. Donc bien sûr, et c'est comme au niveau de la main, nous trouvons sous la peau un tissu fibreux important qui est le fascia plantaire superficiel. Donc c'est quelque chose de nacré et qui est très épais. Très épais pourquoi? Parce qu'il participe au maintien de la voûte comme des cordes qui seraient tendues entre les deux extrémités. Il y a deux façons de présenter le pied. On peut mettre les orteils vers le bas ou les orteils vers le haut. Ça dépend des écoles, ça dépend si c'est en radio, ça dépend des pays. Là on va faire des orientations avec les orteils vers le bas. Donc, c'est-à-dire comme si on était effectivement couché sur une table et qu'on va avoir la plante qui vient vers l'arrière. Pour le podologue, en général, il voit au contraire les orteils vers le haut puisque vous êtes assis et vous relevez vos pieds. Donc, sur cette vue, ce sera ici une vue donc de la plante avec ici la région calcanéenne, le talon, le bord latéral du pied. Je réfléchis, le bord médial, ici, qui va donc être légèrement encoché et qui va nous mener au gros orteil. Je fais un pied droit, donc non, on va descendre ici, voilà.
Donc voilà ici les contours de ce pied, avec le talon, le bord médial du pied, qui vient nous mener ici au gros orteil. Puis nous trouverons le deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième orteil. C'est ici le plan superficiel. Nous aurions du fascia que nous avons ouvert et nous tombons donc sur les muscles. Au point de vue osseux, nous aurons ici en arrière la tubérosité du calcaneus sur laquelle vient se terminer, de l'autre côté, sur la face, donc en regardant la partie postérieure de la jambe, où vient se terminer le tendon d'Achille. Eh bien, nous allons trouver 3 muscles à ce niveau qui n'ont pas vraiment l'équivalent total pour la main, il y a des homologies mais pas totalement, et nous allons trouver en particulier un très gros muscle annexé au gros orteil, un très gros muscle annexé au 5e orteil, qui vont être charnus, et quand on palpe le bord médial ou le bord latéral du pied, ce sont ces muscles que l'on sent et que l'on peut aussi masser dans le massage plantaire, et au centre, nous allons trouver un muscle particulier qui est le court fléchisseur des orteils. Nous allons commencer sans décrire en détail toutes les actions, innervations, mais juste les placer d'un point de vue topographique. Nous allons commencer ici sur le bord médial du pied. Donc ici, c'est une vue superficielle juste sous le fascia. Ce qui est médial est à droite et ce qui est postérieur est ici en haut. Nous allons voir donc ce muscle qui est très important, très charnu, qui vient former le bord médial du pied. Et ce muscle, c'est le muscle abducteur de l'hallux. Abducteur de l'hallux que voici, qui s'insère sur la tubérosité du calcaneus et dont les fibres se dirigent vers l'avant. C'est celui, encore une fois, que l'on palpe sous la peau à travers le bord médial et qui donne l'épaisseur de ce bord médial. Muscle abducteur de l'hallux qui vient se terminer sur un tendon et sur la base de la phalange médiale de l'hallux. Voilà ici ce muscle abducteur de l'hallux, ou abducteur du 1, donc abducteur de l'hallux ou abducteur du 1. Ce muscle, lorsqu'il se contracte, effectivement, peut être l'homologue de l'abducteur du pouce, mais les rayons étant très serrés au niveau du pied, eh bien en pratique, il ne fait que très peu d'abduction, mais surtout quand il vient se contracter, eh bien, il va participer au maintien de la voûte puisqu'on rapproche la partie postérieure de la partie antérieure. Le muscle abducteur de l'hallux est un muscle fondamental dans le maintien de la voûte plantaire. Muscle abducteur de l'hallux, homologie avec un muscle donc que l'on trouve au niveau de l'éminence ténare, le muscle abducteur du pouce. De manière, on va dire, en quelque sorte symétrique, nous allons trouver sur le bord latéral un muscle qui sera le muscle abducteur du 5e orteil. De la même façon, il part ici de la tubérosité du calcaneus, des fibres qui se dirigent vers l'avant, et ce corps musculaire, c'est celui que l'on palpe, donc qui est charnu au bord latéral du pied. Muscle abducteur du 5e orteil, on peut aussi dire abducteur du petit orteil. Il se termine de la même façon sur un tendon qui s'insère en terminaison sur la phalange proximale du 5e orteil. Également, quand il se contracte, il fait éventuellement un petit peu d'abduction du 5e orteil, mais ce n'est pas du tout comme l'abduction des doigts, il y a très peu d'amplitude, et il va participer au maintien de la voûte longitudinale. Alors, quelles sont les innervations de ces muscles? Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce sont des branches qui viennent des 2 branches terminales du nerf tibial, dont nous reparlerons, 2 branches terminales du nerf tibial, qui sont le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral. Tout ce qui est médial, proche du gros orteil, ce sera le nerf plantaire médial. Ce qui est au milieu et latéral, ce sera plutôt le nerf plantaire latéral. Donc là, on a une espèce d'homologie avec ce qu'on trouvait au niveau de la main, éminence ténare, pouce, éminence hypoténare,
petit doigt, avec ici abducteur du hallux et abducteur du 5e orteil. Au milieu, nous allons trouver un muscle qui n'a pas d'équivalent au niveau de la main, et ce muscle qui s'insère ici en arrière sur la tubérosité du calcaneus vient former un corps musculaire qui est médian, qui est superficiel, donc juste sous le fascia, et qui vient ici être placé entre l'abducteur de l'hallux et l'abducteur du 5e orteil. Ce muscle, c'est le court fléchisseur des orteils. Court fléchisseur des orteils qui n'a pas d'équivalent au niveau de la paume de la main. Court fléchisseur des orteils, donc qui est très charnu et que nous voyons ici. Ce muscle court fléchisseur des orteils vient donner 4 tendons pour les orteils latéraux, c'est-à-dire va donner un tendon pour le 2e orteil, pour le 3e, pour le 4e et pour le 5e orteil. Donc 4 tendons pour les orteils latéraux, et ces tendons vont se terminer sur la phalange intermédiaire des orteils en se bifurquant, c'est-à-dire en se dédoublant vers leur partie terminale, et je ferai un petit agrandi dans un instant. Donc voici ici ces tendons du court fléchisseur des orteils qui se terminent sur la phalange intermédiaire et qui vient se dédoubler. Nous avons là l'homologue du muscle fléchisseur superficiel des doigts. Je vous rappelle qu'au niveau des doigts, vous avez un fléchisseur superficiel et un fléchisseur profond. Le fléchisseur superficiel est forme ce qu'on appelle le tendon perforé, c'est-à-dire qu'au niveau des doigts, et c'est la même chose au niveau des orteils, on verra l'homologie, vous avez ici au niveau des doigts le muscle fléchisseur superficiel des orteils, son tendon, qui vient se dédoubler. Donc ça c'est au niveau des doigts, fléchisseur superficiel des orteils, qui est ici en vert foncé, fléchisseur superficiel des doigts, donc qui est ici en vert foncé, fléchisseur superficiel des doigts pour la main, qui vient se dédoubler au niveau de la phalange intermédiaire, et entre les deux languettes du fléchisseur superficiel des doigts, nous avons le tendon du fléchisseur profond des doigts, et le tendon du fléchisseur profond des doigts se prolonge jusqu'à la phalange distale. Donc ça, c'est la disposition au niveau de la main. Fléchisseur superficiel des doigts, fléchisseur profond des doigts, qui va jusqu'au bout, ce qu'on appelle le tendon perforé et le tendon perforant. On est là sur la phalange intermédiaire, c'est-à-dire on est sur P2 pour le fléchisseur superficiel, et on est sur P3, la phalange distale, pour le fléchisseur profond des doigts. Muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, pour le membre supérieur, sont d'un point de vue musculaire au niveau de l'avant-bras. Membre supérieur. Alors que, au niveau du membre inférieur, eh bien, le fléchisseur superficiel des doigts, en quelque sorte, a disparu, ou il n'est plus situé qu'au niveau de la plante. Donc il n'y a pas de fléchisseur, l'équivalent de fléchisseur superficiel est au niveau de la jambe. Le fléchisseur superficiel n'est qu'au niveau de la plante, et c'est ce qu'on appelle le court fléchisseur des orteils. Court fléchisseur des orteils, qui est donc réduit au niveau de la plante. Ceci parce que l'ensemble des tendons sont répartis vers le côté médial, ils ne passent pas dans l'axe du talon. Et ce court fléchisseur des orteils va effectivement avoir ici ce tendon qui est bien l'homologue du fléchisseur superficiel des doigts, c'est-à-dire qu'au niveau des orteils, c'est ici le tendon du court fléchisseur des orteils qui vient former les deux languettes, entre lesquelles vient passer ici le tendon du long fléchisseur des orteils. Donc ce n'est plus fléchisseur superficiel, fléchisseur profond, c'est long fléchisseur des orteils et court fléchisseur des orteils.
Donc, je reprends. Au niveau du membre supérieur, on a deux muscles au niveau de l'avant-bras, le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur profond des doigts. Donc, les corps musculaires sont au niveau de l'avant-bras. Au niveau du pied, nous avons un muscle long fléchisseur des orteils qui est au niveau de la jambe, loge postérieure, et nous avons un muscle court fléchisseur des orteils qui est au niveau de la plante uniquement, et donc qui viendra former ces deux languettes qui se terminent sur la phalange intermédiaire P2. Entre ces deux languettes passe le tendon perforant qui vient du long fléchisseur des orteils, qui est lui au niveau de la jambe. Voilà ce plan superficiel, et nous allons encore voir un tendon qui vient passer, et ce tendon sera le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux. Le muscle long fléchisseur de l'hallux, on va le mettre peut-être en vert clair aussi. Voici le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Long fléchisseur de l'hallux comme le long fléchisseur des orteils, qui est situé dans la loge postérieure de la jambe, qui arrive par la face médiale et que nous voyons ici, qui est un tendon puissant puisque l'hallux est un orteil très robuste. Voici ici le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Voilà le plan le plus superficiel sous le fascia. Donc à présent, nous avons vu ce plan superficiel plantaire, et je vous ai dit, donc on le verrait en 3 plans, et nous allons donc faire le plan moyen. Pour cela, nous allons refaire une vue, donc il y a un côté un peu répétitif, nous allons refaire une vue de cette plante du pied, avec ici le bord latéral, le bord médial de la plante du pied, qui vont nous mener à la partie distale, avec ici l'hallux, ou gros orteil, puis deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Vers l'arrière, nous aurons ici la tubérosité du calcaneus, sur laquelle nous aurons coupé les muscles superficiels pour voir la région plus profonde. On va ici les garder sur cette vue. Nous aurons ici, pour le plan moyen, toujours le muscle abducteur de l'hallux, donc qui forme cette partie musculaire charnue de la voûte plantaire sur le bord médial que l'on peut palper et qui est à la base de ce qui est massage plantaire, réflexologie plantaire, puisque ces muscles sont remplis également de récepteurs et donc une grande sensibilité aussi au niveau de ces masses musculaires. Nous trouvons ensuite le tendon de ce muscle abducteur du premier orteil qui se termine sur la phalange proximale de l'hallux au premier orteil. Ce muscle n'est pas directement en contact avec le sol sur tout le long du pied, puisque nous avons vu qu'il y avait une voûte plantaire longitudinale, et en l'occurrence, si l'on regarde ici la plante du pied avec la région donc du calcaneus, l'avant-pied, ce muscle va, l'articulation tibio-tibiale, talo-crurale, nous avons ici ce muscle qui vient par ses insertions postérieures et antérieures contribuer au maintien de la voûte plantaire. C'est un maintien actif de la voûte plantaire longitudinale, et lorsqu'il est déficient, on peut amener à un pied plat, et aussi c'est tout l'intérêt de marcher pieds nus sur le sable pour remuscler cet élément abducteur de l'hallux et corriger des pieds plats. Nous trouvons de manière symétrique sur le côté latéral, nous trouvons le muscle abducteur du cinquième orteil qui vient former, comme nous l'avons dit avec la vue superficielle, qui vient former le bord charnu du bord latéral du pied et là aussi contribuer à la voûte, même si la voûte est plus importante en dedans qu'en dehors. Muscle abducteur du cinquième orteil qui vient se terminer au niveau de la base du cinquième orteil, phalange proximale du cinquième orteil. Ce sont les plans superficiels et qui sont donc l'homologue, ce n'est pas le même nom, mais de l'éminence ténare et hypoténare du pouce. Nous trouvons dans la partie moyenne ici le muscle court fléchisseur des orteils, muscle court fléchisseur des orteils que nous aurons ici sectionné
pour voir le plan moyen. Dans ce plan plantaire moyen, nous allons trouver l'arrivée du tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux, dont l'origine se fait au niveau de la loge postérieure de la jambe et qui arrive dans la plante du pied du côté médial par le canal tarsien. Le tendon est d'abord caché d'un point de vue superficiel par le muscle abducteur de l'hallux. Et surtout, nous allons maintenant voir arriver dans cette région moyenne le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Ce tendon arrive obliquement dans la plante du pied et il est unique au niveau du canal tarsien et ne se divise en 4 languettes pour les 4 orteils latéraux, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, uniquement dans la plante. Alors que l'équivalent au niveau de la main, c'est une division qui se fait déjà avant le canal carpien. Donc ici, particularité, le tendon est unique jusqu'à la plante du pied, et ce n'est qu'au niveau de la plante qu'il vient se diviser en ces 4 tendons. Tendons donc du muscle long fléchisseur des orteils qui viennent se terminer sur la phalange distale des orteils en passant entre les languettes, donc entre la bifurcation du fléchisseur superficiel des orteils qui est ici, et donc ce dédoublement ici de languettes qui est caractéristique, et c'est l'équivalent du muscle fléchisseur superficiel des doigts et du muscle fléchisseur profond des doigts. Le fléchisseur superficiel des doigts, c'est le court fléchisseur des orteils. Le fléchisseur profond des doigts, c'est le long fléchisseur des orteils. Nous trouvons dans ce plan moyen un muscle très particulier qui est sans équivalent au niveau de la main, qui est le muscle carré plantaire. Ce muscle carré plantaire est plutôt rectangulaire, va s'insérer en arrière sur la tubérosité du calcanéus et a une forme rectangulaire avec des fibres qui se dirigent transversalement vers l'avant. Particularité de ce muscle, il s'insère à l'origine d'un point de vue osseux, comme classiquement, tubérosité du calcanéus, mais il vient avoir une terminaison purement tendineuse. Il se termine, le carré plantaire, sur le tendon du long fléchisseur des orteils. Il se termine sur le bord postérolatéral du long fléchisseur des orteils. Et donc, il n'y a pas de terminaison osseuse. Quel est l'intérêt de ce muscle ? Le tendon arrive en oblique dans la plante du pied, ce qui fait que ça ne donne pas un bon bras de levier mécanique pour l'axe des orteils, et la contraction de ce muscle, on le voit bien, ramène le tendon vers le dedans et va donner une meilleure efficacité tendineuse qui va être axée. Muscle carré plantaire qui est donc une particularité. Nous trouvons également comme particularité à ce niveau des petits muscles qui sont équivalents au niveau de la main, qu'on appelle les muscles lombricaux. Lombricaux en forme du ver de terre, en forme du lombric, et qui sont au nombre de 4 pour chacun des tendons du long fléchisseur des orteils. Le premier a une forme de demi-plume d'oiseau et les suivants ont des formes de plumes d'oiseau avec donc un aspect péniforme. Semi-péné pour le premier, péniforme pour les suivants. Ces muscles lombricaux, comme au niveau de la main, sont des muscles qui ont une insertion strictement tendineuse à l'origine et à la terminaison. Ce sont des annexes des tendons des muscles fléchisseurs. En l'occurrence, pour la main, ce serait le fléchisseur profond des doigts. Le premier a donc ici un aspect de demi-plume d'oiseau et est inséré sur un côté du tendon. Le tendon des lombricaux va d'abord être plantaire, puis va passer à la face dorsale, réalisant un couplage entre les tendons extenseurs et les tendons fléchisseurs. Bien entendu, ce sont des muscles qui sont ici extrêmement grêles et qui n'ont pas de puissance, de force musculaire. En revanche, leur intérêt, surtout au niveau de la main, les orteils sont atrophiques. Leur intérêt, c'est qu'ils vont permettre un couplage entre de la flexion métatarsophalangienne ou métacarpophalangienne et en même temps de l'extension dans les interphalangiennes. C'est ce qu'on appelle la position intrinsèque au niveau de la main. Au niveau du pied, ça a beaucoup moins d'importance.
mais ils sont là à titre vestigial puisque ce sont les mêmes contrôles génétiques. Nous pouvons placer également sur cette vue l'arrivée des pédicules vasculaires. Je n'insisterai pas beaucoup, je vous ai dit, c'est un cours relativement schématique et sommaire que nous faisons. Arrive dans la région l'artère tibiale postérieure qui vient se diviser en deux branches, artère plantaire médiale et avec des branches pour les côtés des orteils, et artère plantaire latérale que nous retrouvons ici au bord latéral du pied. Artère plantaire médiale, artère plantaire latérale, qui vont donner des branches interosseuses, donc pour chaque espace interosseux, puis des branches collatérales des orteils. Artère plantaire médiale, artère plantaire latérale, accompagnées de deux veines, veine plantaire médiale, veine plantaire latérale, qui donneront la veine tibiale postérieure. Et puis, nous allons trouver le nerf tibial qui, ce n'est pas tibial postérieur, on l'avait dit, c'est nerf tibial tout court, le nerf tibial qui va donner deux branches, nerf plantaire médial, nerf plantaire latéral. Ce nerf plantaire médial et ce nerf plantaire latéral sont mixtes. Il va y avoir à la fois des branches pour les muscles que nous venons de voir de la plante du pied, muscles intrinsèques, mais aussi ce seront les nerfs sensitifs pour les faces latérales des orteils. Donc au début de l'espace interosseux, division en deux, côté d'un orteil, côté de l'autre, comme au niveau des doigts. Voilà, nous avons placé ce plan plantaire moyen et pour des raisons techniques liées à la vidéo, nous arrivons directement au troisième plan qui est fait et nous n'en faisons que les commentaires puisque l'image a été coupée. Donc sur ce plan profond, troisième plan de la plante, nous avons coupé les trois muscles qui s'insèrent sur la tubérosité du calcaneus, le muscle abducteur de l'hallux, le muscle court fléchisseur des orteils au milieu et le muscle abducteur du cinquième orteil. Sous le court fléchisseur des orteils, s'insérant aussi sur la tubérosité du calcaneus, nous trouvons le muscle carré plantaire, que nous avons vu ici, caractéristique du plan moyen. Nous sommes maintenant sur le plan profond, contre l'os. C'est la face inférieure du calcaneus et en particulier donc cette face inférieure du tarse. Nous voyons une structure ligamentaire qu'on appelle le ligament plantaire profond ou ligament plantaire long. Ce ligament est contre l'os et s'insère en arrière sur la tubérosité du calcaneus avec des fibres qui se dirigent vers l'avant et ce ligament se termine sur le tarse antérieur et sur la base des métatarsiens. Ce ligament qui est ici donc résistant va contribuer au maintien de la voûte plantaire longitudinale. Donc cette voûte plantaire a plusieurs facteurs. C'est un facteur osseux. C'est le fait que le talus est une angulation depuis la trochlée, une partie qui part vers l'arrière, une partie qui part vers l'avant avec un angle. Donc ça c'est le facteur osseux. Nous trouvons ensuite un facteur de maintien passif ou ligamentaire, c'est le ligament plantaire long ici, c'est le ligament calcanéo-naviculaire plantaire que nous avions vu avec les articulations de la cheville, et c'est un facteur donc musculaire, dynamique, actif, ce sont les muscles de la plante, muscles abducteurs de l'hallux, abducteur du cinquième doigt, le court fléchisseur des orteils. Nous voyons arriver depuis la face latérale ici en diagonale le tendon du muscle long fibulaire que nous avions vu dans la loge latérale. Je vous avais dit que ce tendon allait passer et avoir un coude à angle droit dans la plante du pied qu'il croise en diagonale pour se terminer ici sur la base du premier métatarsien. On comprend que quand ce muscle se contracte, quand il tire, il va faire de l'éversion du pied et il va aussi contribuer au maintien de la voûte plantaire puisqu'il vient ici passer comme une sangle en dessous du tarse. Nous trouvons ici le tendon du court fibulaire qui s'arrête sur la base du cinquième métatarsien et c'est ici une possibilité que l'on a d'arrachement. Donc dans certains mouvements très brusques, on peut avoir une tension du court fibulaire qui vient arracher ici cette base du cinquième métatarsien qu'on appelle aussi processus styloïde par homologie à ce qui se passe au niveau du radius ou de l'ulna. Donc fracture par arrachement de ce tendon du court fibulaire que l'on voit sous la peau.
Nous avons ensuite une série de muscles qui sont l'homologue de ce qu'on a au niveau de la main, annexés à l'hallux ou annexés au 5e orteil, et c'est l'homologue de l'éminence ténare et de l'éminence hypoténare. Pour l'hallux, et je vais là de façon très sommaire puisque ça n'a pas du tout la même importance que pour la main où on peut bouger les rayons. Pour l'hallux, on trouve tout d'abord, caché par l'abducteur de l'hallux, on trouve le court fléchisseur de l'hallux. Court fléchisseur de l'hallux qui a deux chefs, un chef médial et un chef latéral. Exactement comme pour la main, pour le pouce. Entre le chef médial et le chef latéral vient passer le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Court fléchisseur, qui est donc l'homologue de ce qu'on avait vu pour le court fléchisseur des orteils, simplement ici spécifique pour l'hallux. Toujours pour l'hallux, nous avons comme muscle intrinsèque, nous avons un muscle adducteur de l'hallux, comme au niveau du pouce. Et là aussi, il présente deux chefs, un chef oblique qui s'insère sur la partie antérieure du tarse, la base des métatarsiens. Ce chef oblique de l'adducteur est situé juste en dehors du court fléchisseur. Chef oblique du muscle adducteur. Et comme au niveau de la main, nous trouvons un chef transverse du court adducteur qui est composé de trois faisceaux. Un faisceau qui vient du 3e orteil, un faisceau du 4e orteil et un faisceau du 5e orteil. Donc, muscle adducteur ici de l'hallux, chef oblique, chef transverse. Ce sont bien sûr des actions qui sont réduites puisque les orteils eux-mêmes ont peu de mobilité et sont atrophiques dans l'espèce humaine. Pour ce qui est du côté du 5e orteil, ici, eh bien, nous trouvons le court fléchisseur du 5e orteil ou petit orteil qui sera en profondeur de l'abducteur du 5e orteil. Et, chose un peu étonnante parce que le 5e orteil est très réduit, mais pas le métatarsien, nous trouvons ici un muscle opposant du 5e orteil qui est encore plus profond, que j'ai représenté ici en violet. Donc muscles qui ont surtout un rôle de tension et un rôle de capteur de position. Nous sommes ensuite sur le plan profond osseux, ce sont les métatarsiens, les 5 métatarsiens. Entre les métatarsiens, nous avons les espaces interosseux dans lesquels nous trouvons les muscles interosseux, 4 espaces interosseux, 4 possibilités de muscles interosseux. Ils sont plantaires ou dorsaux, comme au niveau de la main, et en vue plantaire, ils ont un aspect de plume d'oiseau. On voit ici, on en voit 3, donc aspect péniforme pour ici le 2e, le 3e et le 4e espace interosseux. Muscles interosseux qui vont avoir des rôles dans des mouvements très fins des doigts. Ici, au niveau des orteils, ils sont là un peu comme vestiges évolutifs. C'est une homologie puisque ce sont les mêmes contrôles génétiques. Ils n'ont pas du tout la même importance que pour la main. Et pour terminer, eh bien, les vaisseaux et les nerfs que nous voyons maintenant arriver par la face médiale du tarse, je vous rappelle que ces éléments, artère tibiale postérieure accompagnée de 2 veines, tibiale postérieure, et nerf tibial, passent en arrière de la malléole médiale. On a vu que pour l'artère tibiale postérieure, on pouvait en palper le pouls à mi-distance entre la malléole médiale et le calcanéus. Voici cette artère tibiale postérieure qui arrive par la face médiale du pied et qui vient se diviser en 2 branches terminales, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. Ces artères sont accompagnées de 2 veines plantaires médiales, 2 veines plantaires latérales, et ceci assure la vascularisation de l'ensemble des muscles de la région et des orteils, face latérale, dorsale, plantaire. Donc 2 veines plantaire médiale, plantaire latérale, qui viennent donner des veines tibiales postérieures. Et enfin, c'est le nerf, je l'ai juste ébauché, c'est le même trajet. Ce nerf ici, c'est le nerf tibial, et ce nerf tibial arrive aussi dans la région à la face médiale du calcanéus, ce qu'on appelle le canal calcanéen ou canal tarsien, et ce nerf tibial va donner 2 branches terminales, nerf plantaire médial, nerf plantaire latéral. Ces nerfs plantaires sont mixtes, moteurs et sensitifs. Ça va être l'innervation de tous ces muscles intrinsèques de la plante du pied, plus du carré plantaire qui est spécifique. Puis, ce sera aussi bien sûr un nerf sensitif pour l'ensemble de la peau de la plante du pied, et on en connaît la richesse sensitive, jusque, bien sûr, aux orteils, nerfs digitaux, collatéraux des 5 orteils. Donc,
C'est bien sûr un résumé très sommaire de cette plante du pied qui peut paraître complexe, mais je pense que c'est important pour avoir une vue d'ensemble. C'est un cours que nous ne faisions même pas toujours, mais comme cette année nous avons filmé l'ensemble grâce à Bernard et Philippe, puis ensuite au montage de Stéphane, nous avons ainsi pu faire un ensemble complet depuis l'articulation de la hanche, les régions de la hanche, jusqu'au pied dans sa totalité, et donc avoir ici une base de données complète pour le membre inférieur, d'anatomie topographique et fonctionnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et ce cours sur le membre inférieur est terminé.